World Wonder, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 60 minutes, dans lesquelles chaque joueur va essayer de construire la plus belle cité sur son plateau personnel, en utilisant des tuiles bâtiments, des routes, et surtout des monuments, des merveilles, qui vont lui rapporter des points, et le joueur qui aura le plus de points en fin de partie sera déclaré le vainqueur. Au niveau de la mise en place, on va commencer par placer le plateau principal au centre de la table, donc c'est celui-ci, le plateau rectangulaire. Lorsque l'on est 1 à 3 joueurs, et on met uniquement ce plateau. Lorsqu'on est 4 joueurs, on rajoute cette petite extension, et à 5 joueurs, on rajoute aussi celle-ci. Sur ce plateau, on va trier les différentes tuiles bâtiments par type et les mélanger. On va faire une pile, il y a 10 bâtiments de chaque type, et on va révéler un bâtiment de chaque type, face visible sur la table. Ensuite, chaque joueur va choisir une couleur et prendre le pion à sa couleur. On va réunir tous les pions, les mélanger et les placer dans l'ordre de gauche à droite pour déterminer l'ordre du premier tour. On va placer les deux petits pions premier et second joueurs sur le plateau principal. Ensuite, on va mettre autant de tuiles emprunt qu'il y a de joueurs à disposition sur le plateau. Ensuite, on va faire des lots de routes. Donc ces tuiles, ce sont des routes. Il y a des grandes routes, des petites routes de 2 cases et des petites routes de 1 case. En fonction du nombre de joueurs, il va y avoir différents lots de routes disponibles. Lorsque l'on joue à 1 ou 2 joueurs, il y aura seulement une grande route et un lot de petites routes. Un lot de petites routes, c'est toujours 2 routes à 2 cases et une route à 1 case. Lorsque l'on est 3 joueurs, il y a 2 grandes routes et un lot de petites routes. Lorsqu'on est 4 joueurs, il y a 2 grandes routes, 2 lots de petites routes. Et lorsqu'on est 5 joueurs, il y a 3 grandes routes et 2 lots de petites routes. Chaque joueur va commencer la partie avec une grande route qu'il devra placer lors de son premier tour en même temps que le bâtiment qu'il va récupérer. On met aussi à disposition une tour à chaque début de manche. Ensuite, on va mélanger et mettre un tas de cartes monuments. Donc ces cartes, il y en a tout un tas. Et on va en piocher 3 qu'on va mettre face visible et on va trouver les pions qui correspondent à chacun de ces monuments. Donc pour chaque carte, il y a les pions correspondants. On va faire la même chose avec les cartes objectifs publics, donc il y en a tout un tas, on les mélange et on en met 3 faces visibles. Les autres on peut les sortir, les remettre dans la boîte parce qu'on ne les utilisera pas. Il n'y aura que 3 objectifs pour chaque partie. Ensuite, chaque joueur va récupérer un plateau terrain et tous les joueurs devront décider de quel côté veulent placer leur plateau. Donc face B, il y a une rivière qui traverse de façon asymétrique, donc les plateaux sont tous différents. Face A, ce sont les mêmes plateaux pour tout le monde avec un petit lac au centre, donc tout le monde doit avoir la même face. Et chaque joueur va recevoir un petit plateau ressources avec 5 pistes de ressources, la population en blanc, pardon, l'or, la nourriture, la céramique et les équipements. Donc il y a un petit jeton à mettre au début de chaque piste sur la case 0. Le jeu va se dérouler en plusieurs manches. À chaque manche, les joueurs vont jouer à tour de rôle et ils vont jouer une action par tour jusqu'à ce qu'ils aient dépensé tous leurs 7 ors disponibles. Chaque action va coûter de l'or, plus ou moins. À chaque fois qu'on va réaliser une action, on va dépenser l'or en faisant augmenter son marqueur ici. Dès qu'un joueur arrive à 7 or, il ne joue plus pour cette manche, les autres joueurs continuent à jouer. On peut aussi décider de s'arrêter avant de dépenser la totalité de son or. Dans ce cas-là, on passe. Dès que les joueurs ont dépensé tout leur or, on fait une phase de nettoyage et on passe à la nouvelle manche. Et on joue comme ça jusqu'à ce que la condition de fin de partie soit résolue. La condition de fin de partie, c'est qu'un joueur arrive sur la dernière case de la piste population, sur son plateau ressources, donc c'est la case violette. Dans ce cas-là, on finit la manche en cours et on procède au décompte de fin de partie. La deuxième condition de fin de partie, c'est si tous les bâtiments ont été vidés, c'est-à-dire qu'on a joué 10 manches. Au bout de la 10e manche, à la fin de la 10e manche, on compte les points et on détermine le vainqueur, celui qui aura le plus de points. Les points sont identifiés par ces petits symboles là. C'est les symboles avec des anneaux dorés. Les différentes actions possibles donc à son tour sont toutes identifiées sur le plateau principal. On va pouvoir dans un premier temps acheter un des bâtiments disponibles, donc ce sont les bâtiments qui sont face visible ici. Dès qu'on l'achète, il n'est pas remplacé tout de suite, il sera remplacé qu'à la fin de la manche. Donc à son tour, le premier joueur peut décider d'acheter par exemple ce bâtiment-là et le coût est indiqué sur le verso de la tuile. Donc ici, ça coûterait 4 pièces. Donc on commence à 0, je dépense 4 pièces, je prends ce bâtiment et je vais pouvoir le poser sur mon plateau. Donc tous les bâtiments ont un coût différent. Autre action possible, on va pouvoir acheter des routes. Donc les routes, le coût est indiqué sur le plateau principal ici. Ça coûte 1 pièce pour acheter une grande route ou un lot de petites routes. Donc la même chose, hop, je dépense ma pièce, je prends la route et je vais pouvoir la placer sur mon plateau. Autre action, cette fois pour 2 pièces, je vais pouvoir acheter la tour qui est mise en jeu sur cette manche. Donc là pareil, que ce soit la tour ou les routes, une fois qu'elles sont récupérées, elles ne sont pas remplacées tout de suite, elles seront remplacées qu'à la fin de la manche. Donc la tour, même principe, je la prends, je vais pouvoir la placer sur mon plateau.
Ensuite, comme action, je vais pouvoir récupérer le jeton premier joueur ou, s'il a déjà été pris, le jeton deuxième joueur. Donc là, ça coûtera une pièce. Quand je récupère ce jeton, je viens le placer sous mon pion. Et ça permettra de réorganiser l'ordre du tour pour la manche suivante. J'expliquerai tout à l'heure. Enfin, la dernière action possible à son tour, ça va être de construire un des bâtiments merveilles mis à disposition, donc parmi les 3 qui sont disponibles. Et là, ça va coûter tout l'or qui nous reste. C'est-à-dire que s'il nous reste une pièce, ça coûtera une pièce. Si on veut le faire dès le début de la manche, on peut très bien, et ça nous coûte nos 7 pièces. Là, même principe, on récupère le petit pion et on va pouvoir le placer sur notre plateau. La seule particularité, c'est que les merveilles, une fois qu'elles sont construites, après avoir récupéré le pion et la carte, on en met une nouvelle directement à disposition avec le pion qui va avec. En plus de toutes ces actions principales, chaque joueur va pouvoir à tout moment récupérer gratuitement une tuile prêt qui va lui permettre d'augmenter son or jusqu'à 9. C'est-à-dire qu'il pourra dépenser plus d'argent pour cette manche et uniquement pour cette manche. Ces tuiles-là, on ne peut en avoir qu'une en même temps pendant la partie. Pour pouvoir en prendre une seconde, il va falloir la rembourser, parce que dès qu'on la récupère, on la met de l'autre côté. Et pour pouvoir la rembourser, il faut payer 3 pièces d'or. Quand on paye 3 pièces d'or, hop, on la rend disponible. Et on pourra refaire un emprunt plus tard dans la partie. À la fin de la partie, si on n'a pas remboursé son emprunt, ça va nous coûter 2 points de victoire. À chaque fois qu'on va récupérer un élément de jeu, donc en le payant, on va tout de suite devoir le placer sur le plateau. Au tout premier tour, on devra, en plus de l'élément qu'on a récupéré, placer notre première route. La règle de pose pour les routes, c'est qu'elles doivent être soit adjacentes au bas de notre plateau, donc la première route devra être placée adjacente au bas de notre plateau, on peut les mettre orthogonalement dans un sens ou dans l'autre. Ou alors, on doit placer les routes adjacentes à d'autres routes, donc à partir du moment où on en aura placé une, on pourra faire un petit réseau de routes comme ça. Ou alors, les routes peuvent être placées adjacentes à des tours. Donc les tours, c'est leur principal intérêt, ça doit être de pouvoir recommencer un réseau de routes derrière un bâtiment, par exemple. Les tours, justement, donc elles, quand on les place, on peut les placer adjacentes à n'importe quel autre élément de jeu. C'est-à-dire à côté d'une route, d'un bâtiment, d'une merveille, n'importe quel élément. On ne peut pas les placer n'importe où, par contre, s'il n'y a rien autour. Il faut qu'il y ait quelque chose à côté. Au niveau du placement des tuiles bâtiments, donc il faut qu'elles soient obligatoirement adjacentes à au moins une route, ou bien à un bâtiment du même type. Il y a en effet 5 types de bâtiments dans le jeu. Les bâtiments verts, donc identifiés par leurs petites lettres, sont des fermes, les bâtiments violets, les temples, les bâtiments bleus, des bibliothèques, les bâtiments orange, les marchés, et les bâtiments beiges, ce sont les habitations. Et au moment où on va placer un bâtiment, en plus, dans chaque bâtiment, il y a un certain nombre d'icônes ressources, et donc on va gagner ces ressources immédiatement. C'est-à-dire si je place ce bâtiment, je vais gagner 2 ressources de nourriture, une céramique et un engrenage. C'est de cette façon qu'on va monter sur les pistes ressources, et à chaque fois que notre marqueur va atteindre ou dépasser un icône blanc, donc c'est l'icône de la population, on va augmenter notre marqueur de population. C'est donc une des façons d'arriver jusqu'au dernier point de la piste population qui met fin à la partie. Toutes ces règles de placement sont identifiées sur les tuiles de jeu, donc les routes toujours adjacentes à une route au bas du plateau ou à une tour, les tours adjacents à n'importe quel autre élément de jeu, les bâtiments adjacents à une route ou à un autre bâtiment de la même couleur. Il reste à expliquer la règle de pose des merveilles, donc les bâtiments spéciaux. Chaque merveille a sa propre règle, donc par exemple celle-ci, on voit donc le pion qui correspond, le bonus qu'on va avoir quand on le construit, donc souvent ce sont les points de victoire, et au milieu de la carte il y a le type d'emplacement sur lequel il doit être placé, donc ici ce sont obligatoirement sur des cases vertes, et en bas l'adjacence, c'est-à-dire que pour placer ce bâtiment il faut qu'il soit obligatoirement adjacent à une route et à un bâtiment bleu. Autre exemple, pour le pont romain. Le pont romain, quand on le construit, on gagnera un point de victoire en fin de partie, on monte de 1 sur la piste d'engrenage, et pour le placer, il faut obligatoirement que la première case soit une case verte, la dernière une case verte, et qu'il y ait une case d'eau entre les deux. Quand il y a des astérix, ce sont des conditions obligatoires. Donc par exemple, mon pont, je pourrais très bien le placer ici. Une case verte au début, une case verte à la fin, une case d'eau au milieu, et il faut que ce soit adjacent à un bâtiment vert et à une route. Donc en fait, là, il me manquerait un bâtiment vert, il est adjacent à la route, mais il faut le bâtiment vert en plus. Quand tous les joueurs ont récupéré et placé leurs tuiles et dépensé tout leur or ou décidé d'arrêter avant, on passe à la phase de fin de manche, donc de nettoyage. Tous les bâtiments qui n'auront pas été pris vont être défaussés. On va remettre des lots de route pour en avoir autant qu'en début de partie. On va remettre éventuellement un jeton de tour à disposition. On va dévoiler donc des nouveaux bâtiments à chaque fois.
On va regarder les joueurs qui ont pris les jetons premier, deuxième joueur, ils vont devenir donc premier, deuxième joueur. Et les autres joueurs vont être replacés dans l'ordre du tour en fonction, dans un premier temps, de la piste de population. Celui qui aura le moins de population jouera en premier. Et en cas d'égalité, en fonction du nombre de merveilles construites. Là, pareil, celui qui aura le moins de merveilles jouera en premier. Et en cas encore d'égalité, on gardera l'ordre du tour précédent. Quand la fin de partie est déclenchée, donc après la 10e manche, s'il n'y a plus de bâtiment, ou à la fin de la manche où un joueur atteint la dernière case de la piste de population, on va passer à un décompte de points, donc qui est résumé un petit peu sur le plateau de ressources. Dans un premier temps, on va regarder les marqueurs de population. On va marquer autant de points qu'il y a d'anneaux atteints ou dépassés sur cette piste. Ensuite, on va regarder nos 3 pistes de ressources et on va marquer autant de points que la piste sur laquelle on a le moins de ressources. Donc là, dans cet exemple, ce serait 1 point pour la piste bleue ou la piste rouge. Ensuite, on va marquer autant de points qu'indiqué sur les cartes merveilles qu'on aura construites. Donc à chaque fois, il y a 1, 2, peut-être 3 points. Ensuite, on va regarder ces icônes-là sur notre plateau, donc j'en ai pas parlé encore. Ces icônes, on peut très bien construire par-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en fin de partie, tous ces icônes qui seront visibles et adjacents à un élément de jeu vaudront 1 point. Donc là, dans ce cas précis, ça vaut rien, mais si je suis comme ça, donc j'ai cette icône qui est adjacente, ça vaut 1 point. 1 point par icône. Dernière chose, c'est les points de bâtiments qui seront entièrement entourés, les points de district. Un bâtiment qui est entouré soit par le bord du plateau, soit par une route, un autre bâtiment, une merveille, ou même la rivière, ou même une ressource naturelle, vaudra 1 point. Donc il faut qu'il soit entouré orthogonalement sur toutes ses faces. Et dernière chose, en fin de partie, on va regarder les cartes d'objectifs qu'on a mis en place en début de partie. Et ces cartes d'objectifs vont faire marquer des points au joueur qui aura le plus satisfait à l'objectif. Il marquera 3 points. Et le second joueur à satisfaire à l'objectif marquera 1 point. En cas d'égalité pour la première place, on additionne les 4 points et on les divise en nombre de joueurs. En cas d'égalité pour la seconde place, tous les joueurs marqueront 1 point. Par exemple, pour les 3 cartes objectifs que j'ai mis en place en début de partie ici, celle-ci fera gagner 3 points au joueur qui aura le plus de bâtiments adjacents au bord du plateau. Celle-ci fera gagner 3 points au joueur qui aura le plus de ressources céramiques sur sa piste de ressources. Et celui-ci fera gagner 3 points au joueur qui aura le plus de bâtiments verts adjacents sur son plateau. Et le second gagnera 1 point, comme j'expliquais. Ne pas oublier aussi en fin de partie que tous les joueurs qui n'auront pas remboursé leur prêt perdront 2 points de victoire. Et donc le joueur qui aura le plus de points remportera la partie. Pour jouer en solo, on va uniquement utiliser le plateau principal pour 1 à 3 joueurs. On n'utilise pas les pions d'ordre de tour, ni les pions premier et deuxième joueurs. Il va y avoir uniquement une grande route et un lot de petites routes en jeu à chaque manche. Et il y aura uniquement 2 merveilles en jeu à chaque instant de la partie. On va ensuite rajouter un deck de cartes qui va simuler un second joueur, qu'on va mélanger, qu'on va placer sur la table. Et en fait, à chaque début de manche, c'est ce joueur qui va commencer. Donc on retourne une carte et ça va nous indiquer les éléments que ce joueur va prendre qui ne seront plus disponibles pour le joueur solo. Donc là, ici, on regarde. En priorité, il va prendre la grande route si elle est disponible. Si elle n'est pas disponible, qu'elle a déjà été prise, il va prendre ce bâtiment-ci. Donc on l'enlèvera du jeu. Et s'il a déjà été pris, il va prendre la merveille de gauche, qu'on va défausser et on en remet tout de suite une nouvelle. Une fois qu'on a fait cette action, c'est au joueur de jouer, il joue son tour normalement, il dépense son or, puis ensuite on alterne, on repioche une carte. Ici on nous dit qu'en priorité on doit défausser la petite route, le lot de petites routes plus la grande route, ou un des 2 éléments. Si on ne défausse aucun, on passe à la zone d'après et ainsi de suite. Puis c'est au joueur de jouer et on fait ça jusqu'à la fin de la partie. À la fin de la partie, pour savoir si c'est le joueur qui a gagné ou l'automa, on va compter les points normalement pour le joueur, donc comme dans un jeu à plusieurs, et on va comparer ça à notre total de ressources dans les 3 pistes, donc de nourriture, de céramique et d'engrenage. Le total des 3 ressources est considéré comme étant le score de l'automa. Donc si on a un meilleur score que le total des 3 ressources, on a gagné, et sinon on a perdu. Ça c'est pour le mode facile. Pour le mode difficile, c'est la même chose, c'est le total des 3 pistes, plus le total des points de victoire qu'il y aura sur les cartes merveilles qu'aura récupéré l'automa.